Chapitre 1, la façade parfaite. Julian Brigg avait bâti sa vie sur la précision et le contrôle. À 34 ans, il possédait 3 ateliers de réparation automobile prospères à Portland. Chacun témoignait de sa conviction que l'excellence résidait dans le souci du détail et une exigence inébranlable. Ses mains, marquées par des années de travail du métal et des machines, pouvaient diagnostiquer un problème de moteur au seul son ou démonter une transmission les yeux bandés. Julian avait appris très tôt que le monde récompensait les hommes capables de réparer ce que d'autres ne pouvaient ou ne voulaient pas faire. Son père, Moses Brigg, était un mécanicien qui avait abusé de son talent et était mort ruiné. Julian avait juré de ne jamais suivre cette voie, bâtissant son entreprise grâce à des journées de 18 heures et à une réputation d'honnêteté brutale avec les clients. Il avait rencontré Joanne Green lors d'une vente aux enchères caritatives 5 ans auparavant. Elle était bénévole pour une association d'aide à l'enfance. Son sourire chaleureux et son dévouement apparent à aider les enfants l'attiraient comme un aimant. Jean était belle, mais discrètement. Des cheveux au burn, des yeux verts qui semblaient pétiller d'une gentillesse sincère et un rire qui faisait sourire. Elle travaillait comme conseillère scolaire à temps partiel et passait son temps libre à organiser des collectes de fonds pour des associations locales pour enfants. Leur relation avait été un tourbillon. Jean semblait comprendre la soif de réussite de Julian tout en le réconfortant par sa compassion. Lorsqu'elle était tombée enceinte d'Emma, 6 mois seulement après leur mariage, Julian avait senti sa vie s'aligner parfaitement. Il avait une entreprise florissante, une belle épouse qui partageait ses valeurs, et bientôt une fille pour perpétuer le nom de famille. Emma Brigg était la lumière du monde de Julian. À 5 ans, elle avait hérité des traits délicats de sa mère, mais de la détermination obstinée de son père. Elle pouvait passer des heures dans son atelier à ranger soigneusement ses outils ou à l'aider à réparer des voitures avec son propre jeu de clés anglaises. Julian chérissait ces moments, voyant en Emma la possibilité de trouver quelqu'un qui pourrait comprendre à la fois sa soif d'excellence et sa capacité à aimer. La seule ombre au tableau dans la vie soigneusement construite de Julian résidait dans les exigences de son entreprise. Réussir exigeait des sacrifices, et cela impliquait de plus en plus de longs déplacements pour évaluer de nouveaux emplacements potentiels ou gérer des projets de restauration complexes. Joanne s'était montrée compréhensive, voire encourageante, à propos de ces déplacements. Elle avait insisté sur le fait qu'elle pouvait tout gérer à la maison, si bien qu'Emma remarquait à peine les absences de papa pendant quelques jours. Julian l'avait cru. Pourquoi ne le ferait-il pas? Joanne était conseillère scolaire formée pour travailler avec les enfants. Elle était bénévole auprès d'associations caritatives pour enfants. Chaque interaction dont il avait été témoin entre Joanne et Emma lui avait semblé affectueuse et appropriée. Julian craignait même parfois que Joanne ne soit trop indulgente avec Emma, trop encline à laisser leur fille s'en tirer avec des écarts de conduite mineurs. Ce voyage d'affaires à San Francisco avait duré 4 jours, plus longtemps que d'habitude, car la Mustang vintage qu'il avait restaurée avait révélé des dommages cachés nécessitant l'achat de pièces rares. Julian appelait à la maison tous les soirs, et Joanne semblait joyeuse et détendue. Emma avait semblé heureuse lors de leur brève conversation, racontant sa journée à la maternelle et demandant quand papa rentrerait. Julian arriva dans son allée à 18h30, un jeudi gris d'octobre. Le coffre de sa BMW était chargé des pièces détachées qu'il avait enfin dénichées. De l'extérieur, la maison paraissait normale. La pelouse était impeccablement entretenue. La Honda Civic jaune était à sa place habituelle. Une lumière chaleureuse brillait aux fenêtres de la cuisine. C'était l'image même de la tranquillité familiale que Julian avait tant travaillé à créer. Il utilisa sa clé pour entrer par la porte d'entrée, criant comme à son habitude. « Je suis rentré. Où sont mes filles ?» La voix de Joanne s'éleva du salon, avec une note étrange que Julian ne put identifier immédiatement. « Oh, Julian, tu es en avance. Je ne t'attendais pas avant 1 heure. » Julian posa son sac de voyage et se dirigea vers le salon, impatient de serrer Emma dans ses bras et d'entendre tout ce qu'elle avait fait pendant son absence. Mais la scène qui l'accueillit le figea net. Emma était allongée sur le canapé, son petit corps anormalement immobile, sa respiration si faible que Julian dut regarder attentivement pour voir sa poitrine bouger. Ses yeux habituellement brillants étaient fermés et une pâleur grisâtre sur sa peau lui noua l'estomac, soudain saisi par la peur. « Qu'est-ce qui ne va pas avec Emma ?» demanda Julian en se précipitant vers le canapé. Joanne, assise dans le fauteuil, feuilletant les pages de son téléphone, leva les yeux avec une expression d'agacement désinvolte. « Elle va bien, elle est juste fatiguée. Elle a fait une petite crise tout à l'heure, alors j'ai dû la punir. » Julian s'agenouilla près du canapé, les mains posées sur le corps immobile d'Emma, la peau froide au toucher.
Et lorsqu'il lui secoua doucement l'épaule, elle ne répondit presque pas, juste un léger battement de paupières. Joanne, elle ne va pas bien. Elle est à peine consciente. Joanne rit, un rire qui glaça Julien. C'était un rire dénué de toute sollicitude maternelle, désinvolte et dédaigneux. Elle était méchante, alors je l'ai juste un peu punie. Ne sois pas si dramatique. Julien fixa sa femme du regard, voyant une étrangère. La femme chaleureuse et attentionnée qu'il avait épousée semblait avoir disparu, remplacée par une personne froide et irritée par son inquiétude pour leur fille. Quel genre de discipline? Que lui as-tu fait? Rien qu'elle ne mérite pas, répondit Joanne en reportant son attention sur son téléphone. Elle était irrespectueuse, répondait, mettait le bazar. Je lui ai dit d'aller dans sa chambre et elle a refusé. Alors, je me suis assuré qu'elle comprenne que maman ne tolère pas la défiance. Les mains de Julien tremblaient lorsqu'il vérifia le pouls d'Emma. Trop rapide, trop faible. Sa peau était moite. Et lorsqu'il souleva sa paupière, sa pupille réagit lentement. Mon instinct lui criait qu'Emma avait besoin de soins médicaux immédiats. J'appelle les urgences, dit Julien en sortant son téléphone. Tu exagères, dit Joanne froidement. Elle dort juste. Les enfants se sont vite remis. Mais Julien composait déjà le numéro, son esprit cataloguant les symptômes d'Emma avec la même précision analytique qu'il mettait à diagnostiquer les problèmes mécaniques. Respiration. C'était tout ce qui comptait. Dans un rétroviseur, les lumières de Portland se sont estompées au loin avec une vie que Julien avait construite et un homme qu'il était. À l'avance, un avenir incertain, mais un où Emma serait protégée par des personnes qui comprenaient que certaines menaces ne pouvaient être répondues qu'avec une force absolue. Le réseau de gens était brisé, leurs assassins étaient morts et Julien Briggs avait appris qu'il était capable de tout ce qui était nécessaire pour protéger les personnes qu'il aimait. Chapitre 9. Nouvelle fondation. 6 mois plus tard, Julien se tenait sur le pont de leur nouvelle maison surplombant l'océan Pacifique, regardant Emma construire un château de sable élaboré avec l'intensité concentrée qu'elle a apportée à tout ce qui comptait. La maison de plage de Cannon Beach a été suffisamment isolée pour assurer la sécurité tout en donnant à Emma l'enfance normale qu'elle méritait. Emma avait prospéré depuis son départ de Portland. Les cauchemars s'étaient progressivement fanés, remplacés par un véritable rire et la curiosité intrépide d'un enfant qui se sentait finalement en sécurité. Elle avait commencé la maternelle à l'école locale sous une nouvelle identité soigneusement construite que Moïse avait organisée, se faisant des amis et prospérant académiquement. « Papa regarde », a appelé Emma, faisant un geste fièrement à sa réussite architecturale. Il a un fossé et tout. Julien est descendu pour admirer son travail, notant le placement stratégique des murs défensifs et le système complexe de gestion de l'eau qu'elle avait incorporé. Même en jeu, Emma a montré des signes de l'esprit analytique qu'elle avait hérité de lui, combiné à une compréhension intuitive de la protection et de la sécurité qui proviennent de ses expériences. C'est incroyable, ma chérie. La princesse dans ce château sera très sûre. Emma rayonnait de fierté. C'est le point. Les mauvaises personnes ne peuvent pas entrer, mais les bonnes personnes ont toujours un moyen de visiter. La simple déclaration incarnait la leçon que Emma avait apprise, que la sécurité et l'ouverture ne s'excluaient pas mutuellement si vous étiez intelligent sur la façon dont vous les gérez. L'agent Isaouiz a visité une fois par mois pour vérifier le bien-être d'Emma et fournir des mises à jour sur la procédure judiciaire. Joanne avait été condamnée pour des accusations fédérales et condamnée à perpétuité sans libération conditionnelle. Son réseau a systématiquement démantelé par des poursuites qui avaient atteint 12 États. Les enfants qui ont été victimes de l'organisation recevaient une thérapie et un soutien, guérissant lentement d'un traumatisme qui n'aurait jamais dû être infligé. L'enquête est officiellement fermée. L'agent Wiz avait signalé lors de sa dernière visite. Chaque membre identifié du réseau jaune est soit en détention fédérale, soit décédé confirmé. Il n'y a pas de menace en suspens. La catégorie décédés confirmés comprenait les 12 assassins décédés dans le complexe de Moses, officiellement répertoriés comme victimes d'assaillants inconnus lors de la tentative de cambriolage. L'enquête de la police de Portland avait conclu que les décès étaient le résultat de mesures de sécurité sophistiquées déclenchées par une entrée illégale sans aucune preuve d'acte répréhensible par les occupants du bâtiment. Moïse avait déménagé dans une cabine 1 heure de terre, assez proche pour fournir un soutien, mais assez loin pour éviter d'attirer l'attention sur l'emplacement d'Emma. Il a visité régulièrement, apportant des cadeaux Emma qui ressemblaient à des jouets, mais qui étaient en fait des outils éducatifs. Puzzles qui enseignaient les techniques de surveillance, les jeux qui ont développé des compétences d'évaluation des menaces,
des livres qui expliquaient comment reconnaître le danger déguisé. Elle est remarquablement résiliente, Moïse avait observé lors d'une de leurs conversations. Mais elle est également hypervigilante d'une manière qui pourrait devenir problématique si elle n'est pas correctement canalisée. Julian a compris que les expériences d'Emma lui avaient appris à surveiller les menaces et à évaluer les véritables motivations des gens. Des compétences qui lui seraient bien, mais qui comptaient également le risque de l'empêcher de nouer des relations normales. Ils aborderaient cela par une exposition minutieuse à des adultes dignes de confiance et des interactions supervisées avec d'autres enfants, enseignant progressivement à Emma que tout le monde n'était pas dangereux tout en conservant sa dure, en comprenant que certaines personnes étaient. Les entreprises de Julian avaient été vendues à un concurrent. Le produit a investi dans des entreprises légitimes qui pourraient être gérées à distance tout en assurant une sécurité financière à l'avenir d'Emma. Il a découvert un talent pour restaurer des bateaux classiques. Travail qui satisfait son besoin de précision tout en lui permettant de rester proche d'Emma. La transformation n'était pas sans coût. Julian a compris qu'il n'était plus l'homme qu'il avait auparavant. Découvrir la vraie nature de Johan. Il traversait des lignes que la plupart des gens n'avaient jamais approchées, faisait des choix qui avaient des conséquences permanentes, deviennent quelqu'un capable de violence pour défendre ce qui comptait pour lui. Mais Emma était vivante, sûre et prospère. Cela a fait de chaque choix la peine. « Papa, pouvons-nous marcher jusqu'aux piscines de marée ?» demanda Emma en mettant la touche finale sur son château de sable. « Bien sûr. Voyons ce que nous pouvons trouver. » Ils ont passé l'après-midi à explorer le littoral rocheux. Emma se réjouit de la découverte des anémones de mer et des crabes ermites, tandis que Julian a maintenu la conscience occasionnelle qui était devenue une seconde nature. Il a noté les autres personnes sur la plage, évalué les menaces potentielles, planifié des itinéraires d'évasion, tout en semblant être rien de plus qu'un père profitant du temps avec sa fille. Ce soir-là, alors qu'Emma travaillait sur les devoirs à la table de la cuisine, le téléphone sécurisé de Julian bourdonnait d'un message de Moïse. Package livré à la destination finale. Julian a compris le message codé. Warner Randall, le paramédic qui avait d'abord alerté Julian de la vraie nature de Johan, avait retrouvé le dernier membre restant du Jones Network, un homme qui avait fui le pays, mais avait récemment tenté d'établir une nouvelle opération au Mexique. Le contact de Moïse au sud de la frontière avait assuré que l'homme ne menacerait jamais un autre enfant. Julian a supprimé le message sans répondre. Certaines communications ont été mieux laissées non accélérées et une certaine justice a été mieux rendue sans fanfare. « Papa, j'ai terminé mes devoirs de mathématiques », a annoncé Emma. « Pouvez-vous le vérifier ?» Julian a examiné le travail d'Emma, notant son attention particulière aux détails et à une approche logique de résolution de problèmes. Elle montrait déjà des signes de cadeaux intellectuels qui lui seraient bien dans tout l'avenir qu'elle a choisi. « Parfait comme toujours », Julian a dit, entraînant Emma dans un câlin. « Je suis fier de toi, ma chérie. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, Emma, plus que tout au monde. » Alors que Julian glissait Emma au lit cette nuit-là, elle a posé une question qui avait fait partie de leur rituel du soir. « Voulez-vous toujours me garder en sécurité, papa ?» « Toujours, » répondit Julian, sa voix portant la certitude absolue d'un homme qui avait prouvé qu'il tuerait pour tenir cette promesse. « Personne ne vous blessera à nouveau. » Emma sourit et ferma les yeux, sûre en sachant que les promesses de son père étaient incassables. Julian se tenait dans l'embrasure de la porte un instant, regardant sa fille dormir paisiblement dans le lit qu'il avait construit pour elle, dans une maison qu'il ait choisie pour sa défense, dans une vie qu'il a construite à partir des cendres de tout ce qu'il avait cru auparavant. Le réseau de Johan a été détruit. Chaque menace avait été éliminée. Emma était en sécurité, heureuse et libre de devenir qui elle a choisi d'être. Certaines tempêtes ont tout détruit sur leur chemin. D'autres ont éliminé la pourriture et la corruption, laissant derrière lui quelque chose de mieux pour grandir. Julian Brigg avait résisté à la tempête et construit quelque chose de mieux. Et il le protégerait avec la même efficacité impitoyable qu'il avait utilisée pour éliminer les menaces qu'il avait presque détruites. Les vagues de l'océan se sont écrasées contre les rochers en dessous. Éternel et immuable, lavant tout ce que la marée a apporté. Certaines choses pourraient être pardonnées et oubliées. D'autres nécessitaient des solutions permanentes. Julian avait appris la différence et Emma n'aurait jamais à le faire. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Superficielle, pouls faible, absence de réaction, palatine. Ce n'étaient pas les signes d'une enfant envoyée dans sa chambre, mais ceux d'une enfant en détresse médicale. Alors qu'il parlait au répartiteur du 911,
Julien observait Joanne du coin de l'œil. Elle ne paniquait pas et ne manifestait aucune inquiétude pour Emma. Au contraire, elle semblait agacée par le dérangement, soupirant dramatiquement et secouant la tête comme si Julien faisait des histoires pour rien. Les ambulanciers arrivèrent en moins de 8 minutes. 2 ambulanciers expérimentés qui se déplaçaient avec une efficacité éprouvée. Mais lorsqu'ils entrèrent dans le salon et virent Joanne assise calmement sur sa chaise, quelque chose changea dans leur attitude. Julien surprit le regard qu'ils échangèrent, une reconnaissance qui le glaça. L'un des ambulanciers, un homme d'âge moyen au regard bienveillant, commença à examiner Emma tandis que son partenaire s'approchait discrètement de Julien. D'une voix si basse que Joanne ne l'entendit pas, il murmura à l'oreille de Julien, « Monsieur, votre femme est quelqu'un que nous avons déjà rencontré. Pas ici, mais il y a des rapports. Sachez que ce que vous voyez n'est pas une discipline parentale normale. » Ces mots frappèrent Julien comme un coup dur. Rapport. D'autres incidents, d'autres enfants tandis que les ambulanciers s'efforçaient de stabiliser Emma, la chargeant sur un brancard avec une urgence professionnelle. Julien sentit quelque chose de fondamental changer en lui. La vie qu'il avait construite, la confiance qu'il avait placée, l'avenir qu'il avait imaginé. Tout s'effondra en l'espace de ces mots murmurés. Joanne les suivit à l'hôpital, jouant le rôle de la mère inquiète pour le personnel médical. Mais Julien perça à jour le jeu. Il l'observa attentivement, notant les moments où elle pensait que personne ne la regardait, voyant la froideur revenir dans son regard, l'irritation qui s'inscrivait sur son visage lorsque les médecins posaient des questions détaillées sur l'état d'Emma. Et Julien Brigue, un homme qui avait bâti sa réputation en réparant des choses qui semblaient irréparables, commença à planifier comment il allait faire. Réparer cela définitivement. Chapitre 2. Découvrir la vérité. L'unité de soins intensifs pédiatriques de l'hôpital général de Portland bourdonnait avec l'efficacité silencieuse d'une machinerie vitale. Emma était allongée dans un petit lit, éclipsée par des moniteurs et 4 perfusions. Sa respiration était enfin régulière, mais encore trop superficielle pour la tranquillité d'esprit de Julien. Le docteur Elena Matthews, le médecin traitant, avait été professionnellement minutieuse mais soigneusement neutre dans ses explications sur l'état d'Emma. Son état est stable maintenant, avait dit le docteur Matthews, mais elle est arrivée avec des signes de dépression respiratoire aiguë et d'hypothermie légère. Nous effectuons des examens complémentaires pour en déterminer la cause. Julien avait insisté pour obtenir des détails, mais les réponses du médecin ont été cliniques et prudentes. Ce n'est que lorsque Joanne est sortie chercher un café que le docteur Matthews est revenu dans la chambre d'Emma avec une expression complètement différente. « Madame Brigue, j'ai besoin de vous parler en privé », dit-elle en fermant la porte derrière elle. Les résultats des analyses sanguines d'Emma sont revenus. Elle a des traces importantes de diphénhydroméine dans son organisme. La diphénhydroméine, le Benadryl, à forte dose, peuvent provoquer exactement ce que vous avez constaté, dépression respiratoire, altération de la conscience, hypothermie. Une dose adulte administrée à une enfant de la taille d'Emma pourrait être très dangereuse. Julien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Vous dites que quelqu'un a administré une surdose de Benadryl à Emma ? Le docteur Matthews hocha la tête d'un air sombre. Je dois signaler cela au service de protection de l'enfance. Monsieur Brigue, je tiens à ce que vous compreniez que ce n'était pas un accident. La quantité dans l'organisme d'Emma suggère l'administration délibérée de plusieurs doses adultes. Comme interpellée par cette révélation, une assistante sociale des services sociaux, April Moss, est arrivée dans l'heure. C'était une femme d'une 40aine d'années, aux yeux fatigués qui en avait trop vu, et elle parlait avec la précision minutieuse de quelqu'un confronté quotidiennement aux pires aspects de la nature humaine. Madame Brigue, nous devons discuter de certaines inquiétudes concernant votre femme, dit April en s'installant dans le fauteuil inconfortable de l'hôpital à côté du lit d'Emma. Ce n'est pas la première fois que Joanne Brigue attire notre attention. Ces mots confirmèrent les pires craintes de Julien. Que voulez-vous dire ? April consulta sa tablette. Avant son mariage, Joanne Green avait fait l'objet de 2 enquêtes pour suspicion de maltraitance infantile. Une fois alors qu'elle était aide-enseignante à Beaverton, et une autre fois alors qu'elle était nounou pour une famille à Lekego. Les 2 dossiers furent classés sans suite faute de preuves, mais les tendances étaient inquiétantes. Quelles tendances ? Des enfants ou des personnes qui s'occupaient de tomber mystérieusement malades ou blessés. Toujours en l'absence des autres adultes. Toujours avec des explications qui semblaient plausibles en apparence, mais qui ne tenaient pas debout à y regarder de plus près. Julien serra les poings. Pourquoi ne m'en a-t-on pas parlé avant notre mariage ?
Les dossiers furent scellés une fois les enquêtes closes, et Joanne fut prudente. Elle ne resta jamais au même poste assez longtemps pour qu'une tendance claire se dégage. Elle changea de travail, changea de poste. Ville, un nouveau départ. Le docteur Matthew prit la parole. Il y a autre chose, monsieur Brigg. Emma a de vieilles blessures qui n'étaient pas mentionnées dans son dossier médical, des fractures cicatrisées aux côtes, des cicatrices comparables à des brûlures. Ces blessures sont apparues au fil du temps, probablement lors de vos déplacements professionnels. La révélation frappa Julian comme un coup de massue. Alors qu'il s'efforçait de construire une vie meilleure pour sa famille, Joanne maltraitait systématiquement leur fille. Chaque voyage d'affaires, chaque soir où il travaillait tard. Chaque instant où il avait fait confiance à Joanne pour s'occuper d'Emma était une occasion de violence. Et ce n'est pas tout. April poursuivit. Nous surveillons l'activité en ligne de Joanne depuis le début de l'enquête. Elle participe à des forums qui, discutent de méthodes de discipline pour les enfants qui vont bien au-delà de l'éducation parentale normale. La vue de Julian se trouble de rage. Quel genre de forum? Des groupes qui prônent une discipline physique extrême. Certains participants partagent des techniques pour éviter d'être repérés, pour faire croire que les blessures sont accidentelles, car April marqua une pause, observant le visage de Julian, pour faire en sorte que les enfants soumis à la peur et à la douleur. Julian se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre donnant sur le parking de l'hôpital. Il vit Joanne parler avec animation au téléphone, arpentant la pièce avec une énergie qui semblait totalement inappropriée compte tenu de l'état de leur fille. « Monsieur Brigg, nous allons devoir retirer Emma de votre domicile temporairement, dit doucement April. Le temps que nous puissions mener une enquête complète. » Non. La voix de Julian était calme, mais ferme. « Emma reste avec moi. Le problème, c'est Joanne, pas la maison. Je comprends votre position, mais April. » Julian se détourna de la fenêtre et quelque chose dans son expression fit s'interrompre l'assistante sociale au milieu de sa phrase. Je possède 3 entreprises. Je n'ai pas de casier judiciaire et, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais aucune connaissance des agissements de ma femme. Emma reste avec moi et Joanne s'en va. Ce n'est pas une demande. April observa le visage de Julian un long moment. Monsieur Brigg, je dois clarifier une chose. Si Joanne est aussi dangereuse que nous le soupçonnons, l'expulser de chez vous ne sera pas simple. Les gens comme elle ne s'avouent pas vaincus et ne s'en vont pas. Alors, nous devrons nous assurer qu'elle n'ait pas le choix. Dr Matthews racla la gorge. Monsieur Brigg, il y a encore une chose que vous devez savoir. L'ambulancier qui vous a parlé plus tôt, Warner Randall, m'a demandé de vous remettre ceci quand vous seriez prêt. Elle tendit à Julian une carte de visite avec le numéro de portable personnel de Warner inscrit au dos. Sous le numéro, d'une écriture soignée, était écrit « Je connais quelqu'un qui peut vous aider ». Julian empocha la carte, l'esprit déjà éveillé. Il étudiait les possibilités. Il avait bâti son entreprise en comprenant les systèmes, leur fonctionnement, leurs failles et comment les réparer lorsque les méthodes conventionnelles échouaient. Joanne Brigg était devenue une défaillance systémique qui menaçait tout ce à quoi il tenait. Et Julian Brigg n'avait jamais rencontré de problème qu'il ne puisse résoudre avec suffisamment de temps et les bons outils. Par la fenêtre, il regarda Joanne composer son appel et se diriger vers l'entrée de l'hôpital. Elle souriait maintenant. L'expression de quelqu'un qui croyait avoir réussi à gérer une crise. Mais Julian voyait ce qu'elle ne voyait pas. Des caméras de sécurité la surveillant. Le personnel hospitalier informé de la situation. Les systèmes se retournaient déjà contre elle. Joanne Greenbrigg avait commis sa dernière erreur. Elle avait blessé Emma une dernière fois, et Julian allait s'assurer qu'elle comprenne exactement ce que cette erreur lui coûterait. Alors qu'Emma s'agitait dans son lit d'hôpital, les yeux s'ouvrant pour la première fois depuis que Julian l'avait trouvée, il fit une promesse qui faisait écho aux vœux qu'il avait prononcés à sa naissance. Il la protégerait quoi qu'il en coûte. Et il veillerait à ce que la femme qui, se faisant passer pour sa mère, elle payait pour chaque instant de douleur qu'elle lui avait infligé. La donne allait changer et Joanne ignorait qu'elle ne jouait plus contre un mari confiant. Elle jouait contre un homme qui réparait des choses cassées pour gagner sa vie, et Joanne Brigg allait être définitivement réparée. Chapitre 3. Le réseau émerge. Le rétablissement d'Emma fut rapide une fois le Benadryl éliminé, mais les dommages psychologiques étaient plus profonds que toute blessure physique. Elle s'accrochait à Julian avec une intensité désespérée, tressaillant chaque fois que Joanne essayait de s'approcher de son lit.
La peur instinctive de l'enfant pour sa propre mère révéla à Julien tout ce qu'il avait besoin de savoir sur l'ampleur des abus de Joanne. « Papa » murmura Emma à l'un des moments où Joanne était sortie, sa petite main serrant le doigt de Julien avec une force surprenante. « Je ne veux pas rentrer à la maison si maman est là. » Le cœur de Julien se brisa et s'endurcit simultanément. « Elle ne te fera plus de mal, ma chérie. Papa le promet. » Warner Randall arriva officiellement ce soir-là pour vérifier l'état d'Emma, mais en réalité d'avoir une conversation très différente avec Julien. L'ambulancier était un homme d'une cinquantaine d'années au visage buriné, celui qui avait vu l'humanité à ses pires moments. Et son regard exprimait une connaissance qui attirait l'attention de Julien. « Brigg, il faut qu'on parle en privé », dit doucement Werner. « Il y a des choses que tu dois comprendre à propos de ta femme. » Ils se rencontrèrent à la cafétéria d'un hôpital après les heures de visite. L'espace presque vide couvrait suffisamment le bruit de fond pour masquer leur conversation. Werner portait un épais dossier qu'il déposa soigneusement sur la table entre eux. Joanne Green, ou quel que soit le nom qu'elle utilisait auparavant. Ce n'est pas seulement une mère violente, commença Warner. Elle fait partie de quelque chose de plus vaste, de quelque chose d'organisé. Julien ouvrit le dossier et découvrit des rapports de police, des dossiers médicaux et des photos qui lui nouillèrent l'estomac. Des enfants blessés dont on avait expliqué les raisons, des familles détruites, des affaires classées discrètement ou passées sous silence. Je surveille ce genre de schéma depuis 15 ans. Werner poursuivit, il existe un réseau de personnes qui ciblent les familles, s'inscrivent en position de confiance et exploitent ensuite cet accès. Certains le font pour l'argent, d'autres pour le pouvoir, et d'autres? La voix de Werner se durcit. Certains le font par plaisir à faire souffrir les enfants. Les photos montraient des enfants dans divers états de blessures et de détresse. Certains Julien ont reconnu Joanne grâce à son travail caritatif, des enfants qu'elle prétendait aider, des enfants auxquels elle avait eu accès grâce à ses postes de bénévole. Julien a déclaré au sujet du forum mentionné par les services de protection de l'enfance, tout fonctionne. Il ne s'agit pas seulement de techniques de discipline. C'est un outil de recrutement et de coordination. Il partage des techniques pour accéder aux enfants, des méthodes pour éviter d'être repérés et des cibles pour de futures opérations. Werner a sorti son téléphone et a montré à Julien une capture d'écran d'un fil de conversation. Regardez ça. Les messages étaient codés, mais suffisamment clairs pour l'esprit analytique de Julien. Joanne avait fait un rapport sur l'emploi du temps d'Emma, les projets de voyage de Julien et les routines de leur famille. Elle avait partagé des informations détaillées sur les moments où Emma serait vulnérable, les absences de Julien, les occasions de sanctionner. D'autres personnes sont impliquées, a poursuivi Warner. Des personnes qui fournissent des couvertures. Des alibis, qui peuvent faire disparaître les enquêtes. Votre femme ne travaille pas seule. Julien a étudié la carte du réseau établi par Werner et a constaté des liens entre Joanne et plusieurs autres personnes à Portland, des responsables scolaires qui avaient accès au dossier des enfants, des professionnels de la santé qui pouvaient expliquer des blessures, et même des contacts avec les forces de l'ordre qui pouvaient influencer les enquêtes. « Pourquoi me montrez-vous ça » a demandé Julien. Le sourire de Warner était sombre. Parce que le système n'est pas équipé pour gérer ce genre d'abus organisés. Ces gens sont trop intelligents, trop connectés, trop prudents. Ils ont appris à travailler avec les limites du système. Et vous pensez que je devrais travailler en dehors du système? Je pense que vous devriez envisager toutes vos options. Werner glissa une autre carte de visite sur la table. Moses Kane, un détective privé spécialisé dans ce genre d'affaires, comprend aussi que parfois, la justice exige de la créativité. Julien empocha la carte, son esprit explorant déjà les possibilités. Que savez-vous des activités actuelles de Joanne? Elle panique. Depuis son hospitalisation, Emma appelle ses contacts pour coordonner une réponse. Il prévoit de vous discréditer, des allégations sur votre état mental, des questions sur votre aptitude à être père, des insinuations selon lesquelles vous êtes celui qui a blessé Emma. La révélation ne surprit pas Julien. Il avait constaté la capacité de Joanne à manipuler les perceptions, à se présenter comme la victime tout en détruisant les autres. Mais il comprenait maintenant que ce n'était pas seulement une question de compétences personnelles. C'était une question de formation et de soutien. Avec le même objectif. Il y a autre chose, dit Werner en baissant encore la voix. Joanne a préparé Emma à autre chose que de simples abus. Le réseau a des clients, des gens qui paient pour avoir accès aux enfants. Emma était en train d'être préparée à la vente.
Les mains de Julien restèrent immobiles sur la table. Les mots le frappèrent avec la force d'un coup physique, mais au lieu de le briser, ils cristallisèrent sa détermination en quelque chose d'indestructible et de dur comme le diamant. « J'ai besoin de noms, dit Julien doucement. Moïse peut tout te procurer. Nom, lieu, documents financiers, journaux de communication. » Mais Julian Warner se pencha en avant. Une fois engagé sur cette voie, impossible de revenir en arrière. Ces gens détruisent des vies pour gagner leur vie. Ils n'hésiteront pas à détruire la vôtre. Julien pensa à la petite main d'Emma serrant son doigt, à sa peur murmurée de rentrer chez elle avec Johan, à la terreur dans ses yeux à chaque fois que sa propre mère s'approchait. Il pensa aux enfants sur les photos, aux familles détruites, aux réseaux de prédateurs qui opéraient en toute impunité. Ils ont déjà détruit ma vie, dit Julien. Ils ne savaient simplement pas qu'ils laissaient derrière eux quelqu'un capable de réparer ce qu'ils avaient brisé. Warner hocha la tête, une compréhension mutuelle se faisant jour. Moses attend ton appel, mais Julien, fais très attention à qui tu fais confiance. Ce réseau a des gens partout, et ils vont te surveiller de près. En retournant dans la chambre d'Emma, Julien trouva Johan assise près du lit de leur fille, caressant les cheveux d'Emma avec une tendresse feinte tout en parlant d'une voix apaisante qui lui donna la chair de poule. Emma resta figée et silencieuse, les yeux fixés au plafond. Elle supportait le contact de sa mère avec la résignation d'une enfant qui avait appris que la résistance ne faisait qu'empirer les choses. « Voilà ma fille forte, disait Johan. Maman est là, et tout ira bien. Papa est un peu perdu, mais on va l'aider à comprendre. » Julien observait depuis la porte, percevant la scène pour ce qu'elle était, une démonstration calculée destinée à maintenir Johan sous couverture tout en renforçant son emprise sur Emma. Mais Julien voyait désormais le prédateur derrière le masque maternel. Et il commença à réfléchir à la manière de le retirer définitivement. Johan Brigg avait passé des années à bâtir un réseau de personnes qui aidaient ses enfants. Mais Julien Brigg était sur le point de bâtir le sien, un réseau dédié à s'assurer que Johan et ses associés ne fassent plus jamais de mal à un autre enfant. La guerre commençait et Johan ignorait totalement qu'elle venait d'armer son ennemi le plus dangereux avec tout ce dont il avait besoin pour la détruire. Chapitre 4. Construire l'arsenal. Moses Quinn travaillait depuis un bureau au-dessus d'une armurerie dans le sud-est de Portland. Le genre d'endroit sans publicité et où il fallait prendre rendez-vous. Julien le trouva exactement là où Werner l'avait prédit. Un homme d'une soixantaine d'années, avec la carrure d'un ancien boxeur et un regard qui ne manquait de rien. « Warner m'a parlé de votre situation, dit Moses sans préambule. Faisant signe à Julien de s'asseoir sur une chaise qui avait connu des décennies meilleures. Je surveille le réseau de Johan depuis 3 ans. Elle est prudente, mais pas assez. Moses étala des dossiers sur son bureau, photos de surveillance, relevés financiers, interceptions de communication et analyses comportementales qui dressaient le portrait d'une injustice méthodique. Le réseau de Jones s'étendait bien au-delà de ce que Julien avait imaginé, touchant les écoles, les hôpitaux, les services de protection de l'enfance et les forces de l'ordre. L'avantage de leur système, expliqua Moses, est que chaque personne ne connaît que ses contacts immédiats. Johan connaît peut-être 6 ou 7 personnes directement, et chacun en connaît 6 ou 7 autres. Si une personne se fait prendre, ils ne peuvent pas faire tomber tout le réseau. Julien étudia l'organigramme que Moses avait construit. Mais en ciblant les bonnes personnes, on peut créer des pannes en cascade qui détruisent plusieurs cellules d'un coup. Moses sourit d'un air sombre. L'astuce consiste à identifier les nœuds critiques, puis à exercer une pression dans le bon ordre. Moses sortit une tablette et montra à Julien une vidéo de Johan rencontrant différentes personnes au cours de l'année écoulée. Un administrateur scolaire nommé Clifford Holmes, qui avait accès au dossier des élèves, une infirmière pédiatrique nommée Deidre Bentley, capable de falsifier des rapports médicaux. Un superviseur des services sociaux nommé Felton Irwin, capable d'influencer les enquêtes. Chacun de ces individus a ses faiblesses, poursuivit Moses. Holmes détourne le fonds d'urgence du district scolaire. Bentley vole des médicaments sur ordonnance. Irwin accepte des pots de vin pour faire disparaître des affaires. Vous voulez utiliser leurs crimes contre eux. Je veux vous donner des options. Moses se renversa dans son fauteuil. La justice mettrait des années à poursuivre ces individus, à supposer qu'ils puissent monter des dossiers solides. Et pendant ce temps, davantage d'enfants sont blessés. Julien comprit le sous-entendu. Vous parlez de justice d'autodéfense. Je parle d'efficacité. Ces gens ont déclaré la guerre à des enfants innocents. Je vous suggère de réagir avec la force appropriée.
Moses ouvrit un autre dossier. Celui-ci contenait des profils détaillés des membres du réseau Jones. Antécédents personnels, informations familiales, vulnérabilité financière, faiblesse psychologique, tout ce qu'il fallait pour détruire méthodiquement et complètement la vie de quelqu'un. Warner mentionna que Johan préparait Emma pour la vente. S'exclama Julian. Le visage de Moses s'assombrit. Un acheteur était en lice, un certain Porter Cannon, qui dirige une école privée en Californie. Il payait Johan pour avoir accès à des enfants grâce à son bénévolat. Et Emma allait être la meilleure offre. Les mains de Julian se crispèrent involontairement. Où est-il maintenant? À San Francisco. Mais il prévoit de se rendre à Portland la semaine prochaine pour évaluer la marchandise. Moses observa attentivement la réaction de Julian. Cela nous offre une opportunité. Quel genre d'opportunité? Moses sourit, mais son expression était dénuée de chaleur. Le genre de porteur canon qui ne fait jamais de mal à un autre enfant. Et sa mort envoie un message à tous les autres membres du réseau. La conversation se poursuivit pendant 2 heures, Moses exposant un plan complet pour démanteler toute l'opération de Johan. Cela impliquait chantage, extorsion, violence stratégique et guerre psychologique. Des outils que le système juridique ne pouvait ou ne voulait pas utiliser, mais qui seraient d'une efficacité redoutable contre ceux qui misaient sur le secret et l'impunité. Il y a encore une chose que vous devez savoir, dit Moses à la fin de leur réunion. Johan a été en contact avec quelqu'un qui prétend détenir des informations sur votre entreprise. Il prévoit de vous piéger pour fraude fiscale ou autre délit financier, ce qui détruirait votre crédibilité et faciliterait le retrait d'Emma. Julian n'était pas surpris. Il avait bâti ses entreprises avec soin et légalité. Mais il comprenait que des documents pouvaient être falsifiés et que des accusations pouvaient être portées, nécessitant une défense juridique coûteuse, même si elles étaient finalement réfutées. Vous savez qui? Quelqu'un ayant accès aux documents financiers et capable de les manipuler. Je suis encore en train de rechercher les détails, mais ils avancent vite. Vous avez probablement une semaine avant qu'il ne passe à l'action. Julian a quitté le bureau de Moses avec une compréhension claire de ce qu'il attendait et de ses options. Le réseau de Johan était sophistiqué et dangereux, mais il était aussi vulnérable face à quelqu'un qui savait comment exercer une pression au bon endroit. Ce soir-là, Julian retourna à l'hôpital et trouva Emma réveillée et alerte, ses couleurs enfin revenues à la normale. Johan était là aussi, jouant le rôle de la mère inquiète pour le personnel médical. Mais Julian voyait le calcul derrière sa performance. « Comment va notre petite fille ?» demanda Julian, utilisant délibérément le pronom possessif pour jauger la réaction de Johan. « Beaucoup mieux, répondit Johan d'une voix douce. Les médecins disent qu'elle devrait pouvoir rentrer à la maison demain. Julian hocha la tête, mais en secret, il prenait déjà d'autres dispositions. Emma ne rentrerait pas avec Johan. Ni demain, ni jamais. Mais Johan n'avait pas besoin de le savoir maintenant. Alors que Julian bordait Emma dans son lit d'hôpital ce soir-là, elle murmura une question qui lui brisa le cœur. « Papa, pourquoi maman me fait-elle du mal ?»« Parce qu'elle est malade, ma chérie, répondit Julian d'une voix douce, mais résolue. Mais papa va s'assurer qu'elle ne puisse plus te faire de mal. Promis? Je le promets. Et Julian Briggs tenait toujours ses promesses, quel qu'en soit le prix. Devant la chambre d'Emma, Johan était de nouveau au téléphone, parlant à voix basse et pressante à quelqu'un que Julian ne parvenait pas à identifier. Mais grâce au matériel de surveillance de Moses, chaque mot était enregistré, ajoutant aux preuves qui allaient bientôt détruire l'univers de Johan. Le réseau qui avait protégé Johan allait devenir sa prison. Et Julian allait s'assurer que chaque personne ayant permis les abus sur sa fille paie un prix qui servirait de dissuasion permanente à quiconque envisagerait de s'en prendre à des enfants innocents. La guerre était passée de la collecte de renseignements à la planification active. Bientôt, elle passerait à l'exécution. Chapitre 5. La première frappe. Le docteur Elena Matthews signa les papiers de sortie d'Emma avec une réticence évidente. Son instinct professionnel la mettait en garde contre les exigences légales qu'elle ne pouvait ignorer. Emma était médicalement stable et, sans preuve concrète de maltraitance continue, l'hôpital ne pouvait justifier son maintien à l'hôpital. Monsieur Briggs, je tiens à vous faire comprendre qu'Emma est la bienvenue ici, à tout moment et pour n'importe quelle raison, dit doucement le docteur Matthews. De jour comme de nuit, sans poser de questions. Julian comprit le message codé. Si Emma se présentait à nouveau à l'hôpital avec des blessures suspectes, le docteur Matthews s'assurerait que l'enquête soit approfondie et immédiate.
Joanne avait passé la matinée à se produire devant April Moss, assistante sociale des services sociaux, se présentant comme une mère aimante, dévastée par les accusations portées contre elle. Elle s'était portée volontaire pour une évaluation psychologique, avait suggéré une thérapie familiale et avait même proposé de réduire temporairement ses contacts avec Emma pour lui permettre de guérir. « Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour ma famille », avait dit Joanne, les larmes aux yeux. « S'il y a eu un malentendu, je suis prête à tout pour y remédier. » Julien observait la performance avec une froide admiration pour le talent de Joanne. Elle était suffisamment convaincante pour qu'April Moss doute clairement de la gravité de la situation. Joanne comprenait que le système était conçu pour préserver les familles autant que possible, et elle exploitait ce biais avec brio. Mais Julien avait passé la matinée à mettre en œuvre la première phase du plan de Moses Kane. Clifford Holmes, l'administrateur de l'école qui aidait Joanne à accéder au dossier des enfants, arriva à son bureau ce matin-là et trouva des agents fédéraux en attente avec des mandats de perquisition. L'enquête pour détournement de fonds que Moses avait déclenchée grâce à des preuves soigneusement placées allait conduire à l'arrestation de Holmes avant midi, le rayant ainsi du réseau Jones tout en envoyant un message clair aux autres. Deidra Bentley, l'infirmière pédiatrique qui falsifiait des rapports médicaux, découvrit que son vol de médicaments avait été signalé à la fois à l'administration de l'hôpital et au Conseil d'État des infirmières. Son permis d'exercer allait être suspendu le temps de l'enquête et son accès aux enfants vulnérables serait définitivement révoqué. Felton Irwin, le superviseur des services sociaux de protection de l'enfance qui avait accepté des pots de vin, fit l'objet d'une enquête interne pour falsification de dossiers. Les preuves recueillies par Moses allaient garantir qu'Irwin serait non seulement licencié, mais aussi poursuivi pénalement. Joanne fut informée de ces développements grâce à des appels téléphoniques soigneusement surveillés, enregistrés en détail par l'équipement de surveillance de Moses. Julien percevait la panique dans sa voix tandis que son réseau de soutien commençait à s'effondrer, mais elle maintint sa façade devant le personnel de l'hôpital. « Je n'arrive pas à croire que Clifford ait volé l'école », dit Joanne à une infirmière qui avait commenté la nouvelle. Il semblait être un éducateur tellement dévoué. Mais Julien lut la peur dans les yeux de Joanne, son calcul tandis qu'elle essayait d'évaluer l'ampleur des dégâts que ces arrestations pourraient causer à sa position. Elle était assez intelligente pour comprendre que 3 enquêtes simultanées sur ses associés n'étaient pas une coïncidence. Le trajet du retour de l'hôpital fut tendu. Emma était assise dans son siège auto entre Julien et Joanne, son petit corps figé par l'anxiété. Elle n'avait pas parlé depuis sa sortie de chambre, et Julien pouvait constater l'impact que le fait de garder son secret avait eu sur sa fille. « Tout va rentrer dans l'ordre maintenant », dit Joanne d'un ton enjoué en lui tapotant le genou. « Maman et papa vont prendre particulièrement soin de toi. » Emma recula au contact de Joanne et Julien vit le masque de sa femme glisser l'espace d'un instant. Une lueur d'irritation disparut aussi vite qu'elle était apparue. Une fois arrivé à la maison, Julien passa à la phase suivante du plan. Pendant que Joanne déballait les affaires d'Emma, il appela son avocat, Randolph Penny, pour engager une procédure de divorce et demander expressément la garde d'urgence, compte tenu des preuves médicales des violences subies par Emma. Julien activa également le système de surveillance complet que Moses avait installé dans toute la maison pendant l'hospitalisation d'Emma. Chaque pièce était désormais équipée de caméras cachées et d'un équipement d'enregistrement audio qui enregistrerait tout ce que Joanne pourrait faire à Emma lorsqu'elle pensait qu'il n'était pas observé. « Je dois filer au magasin quelques heures », annonça Julien après qu'Emma eût été installée dans le salon avec ses jouets préférés. « Il y a une urgence concernant la restauration Henderson. » Joe hocha la tête, peut-être trop vivement. « C'est bon, Emma. Et on passera du bon temps ensemble, n'est-ce pas, ma chérie ?» L'expression terrifiée d'Emma en dit long à Julien. Joanne comptait bien profiter de cette occasion pour reprendre le contrôle sur leur fille, probablement par l'intimidation et les menaces qui ne laisseraient aucune trace matérielle. Mais Julien ne partit pas vraiment. Il se gara au coin de la rue et surveilla la maison grâce au système de surveillance fourni par Moses, observant et enregistrant la véritable nature de Joanne se révéler au moment même où elle se croyait invisible. 10 minutes après le départ supposé de Julien, l'attitude de Joanne changea du tout au tout. Elle s'approcha d'Emma avec une froide efficacité, sa voix se transformant en un murmure menaçant. « Écoute bien, petite morveuse, » dit Jones en s'agenouillant devant Emma avec un sourire qui ne lui parvint jamais aux yeux. « Papa se croit très intelligent, mais il ne comprend pas vraiment comment les choses fonctionnent. Tu vas lui dire que tu as inventé toutes ces histoires de maman qui te faisaient du mal. Tu vas dire que tu étais confuse, effrayée et que tu ne comprenais pas ce que tu disais. » Emma secoua la tête, les larmes aux yeux. La voix de Joanne devint encore plus menaçante. «
Tu feras exactement ce que maman te dit, ou les gentilshommes que maman connaît viendront et prendront papa pour toujours. Tu ne le reverras plus jamais, et il n'y aura plus que toi et maman ne sera plus aussi gentille qu'elle l'a été. Les menaces continuèrent pendant 20 minutes, de plus en plus graves et précises. Joanne décrivit en détail ce qui arriverait à Emma si elle ne coopérait pas, brossant des images saisissantes d'abandon et d'isolement, calculées pour terroriser une enfant de 5 ans et la forcer à obéir. Julien nota chaque mot, sa rage grandissant, mais dominé par la certitude que cette preuve serait cruciale pour garantir que Joanne n'ait plus jamais accès à Emma. Mais il comprenait aussi que les menaces de Joanne représentaient un danger immédiat. Elle se préparait à intensifier ses abus maintenant que son réseau était attaqué. Le temps de la collecte passive de preuves était révolu. Julien envoya un SMS à Moses Kane. Lancez la phase 2. La cible est active. Moins d'une heure plus tard, Joanne reçut un appel téléphonique qui changea tout. Julien n'entendit pas la conversation depuis sa position, mais il put voir le visage de Joanne à travers la caméra de surveillance tandis qu'elle apprenait une nouvelle qui la fit pâlir de stupeur. Porter Cannon, l'acheteur qui avait prévu d'acheter l'accès à Emma, avait été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à San Francisco. Cette apparente crise cardiaque était en réalité due à une toxine intraçable que les contacts de Moses lui avaient administrée lors de ce qui semblait être une prestation de service en chambre de routine. Plus important encore, la mort de Cannon avait déclenché la divulgation automatique des informations qu'il détenait comme assurance contre les contacts de son propre réseau. Les enquêteurs fédéraux étaient désormais en possession d'enregistrements détaillés des activités de Cannon, y compris de ses communications avec Joanne au sujet d'Emma. Joanne risquait désormais non seulement l'effondrement de son réseau de soutien local, mais aussi une enquête fédérale pour trafic d'enfants. Les murs se refermaient. Elle commençait à comprendre que quelqu'un orchestrait sa destruction avec une précision professionnelle. Julien observait Joanne Pay s'errer frénétiquement dans la maison, passant des appels de plus en plus désespérés à des contacts qui ne répondaient plus. Elle commençait à réaliser que sa vie soigneusement construite s'effondrait. Mais elle ne comprenait toujours pas qui était responsable ni à quel point ils avaient compromis sa position. Ce soir-là, à son retour du travail, Julien trouva Joanne assise à la table de la cuisine avec Emma. Toutes deux, étrangement immobiles. Le sourire de Joanne était éclatant mais tendu, et Emma semblait respirer à peine. « Comment vont mes filles aujourd'hui » demanda Julien d'une voix décontractée malgré la rage qui le brûlait. « Parfait » répondit Joanne. « Emma et moi avons eu une merveilleuse conversation sur l'honnêteté et la loyauté familiale. N'est-ce pas, ma chérie ?» Emma hocha la tête, mais Julien pouvait lire la terreur dans ses yeux. Joanne avait réussi à intimider leur fille et à la réduire au silence, mais les caméras de surveillance avaient enregistré chaque menace, chaque manipulation, chaque instant de violence psychologique. Julien s'agenouilla à la hauteur d'Emma, la voix douce, mais le regard dur. « Emma, je veux que tu te souviennes de ce que papa t'a dit à l'hôpital. Quoi qu'on dise, papa te protégera toujours. Toujours. » La lèvre inférieure d'Emma trembla, mais elle parvint à hocher légèrement la tête. Le masque de Joanne tomba à nouveau l'espace d'un instant, et Julien vit le prédateur calculer son prochain coup. Elle était piégée, et elle le savait, mais elle restait dangereuse. Les animaux acculés sont souvent ceux qui se battent le plus, et Julien comprenait que le désespoir de Joanne pourrait la pousser à des mesures encore plus extrêmes. Mais Joanne Brigg avait commis une erreur fondamentale. Elle avait supposé que Julien n'était qu'un mari confiant parmi d'autres, manipulable et contrôlable. Elle ignorait qu'elle avait maintenant affaire à un homme qui avait accès à des ressources et à des contacts agissant bien au-delà des contraintes du système judiciaire. Le réseau qui avait protégé Joanne avait disparu. Son acheteur était mort. Son soutien local avait été éliminé. Et Julien Brigg ne faisait que commencer. Chapitre 6. Le piège se referme. L'avocat de Julien, Randolph Penny, a annoncé la nouvelle à 7 heures du matin, accélérant tout. L'enquête fédérale sur Porter, les activités de Cannon ont produit des preuves impliquant directement Joanne dans le trafic d'enfants. Des agents du FBI se présenteront à votre domicile avec des mandats d'arrêt dans l'heure. Julien ressentit un moment de satisfaction, tempéré par des préoccupations tactiques. Auront-ils suffisamment de preuves pour que les accusations soient retenues? Entre les dossiers de Cannon et les preuves de surveillance fournies par Moses, Jones examinait des accusations fédérales passibles de peines minimales obligatoires de 20 ans. Mais la voix de Julien Randolph portait un avertissement. Une fois le FBI impliqué, vos propres activités doivent être parfaitement irréprochables. Toute preuve d'action de justicier pourrait compromettre l'affaire de garde d'Emma.
Julien comprit. La deuxième phase du plan de Moses avait réussi. Le réseau de Joanne avait été détruit et elle risquait des poursuites fédérales. Mais la troisième phase, l'élimination définitive des menaces pesant sur la sécurité d'Emma, devrait attendre que la justice ait terminé son travail, à moins que Joanne ne leur donne une raison d'accélérer les choses. Julien réveilla Emma tôt, lui expliquant qu'ils devaient faire leur valise pour quelques jours à l'atelier de grand-père Moses. Le visage d'Emma s'illumina du premier sourire sincère que Julien avait vu depuis l'hôpital. Elle adorait passer du temps avec elle. Moïse, qui la laissait l'aider dans ses enquêtes et lui avait appris à repérer les caméras cachées. « On va rester là-bas » demanda Emma avec espoir, « ma chérie, un petit moment. Juste le temps que des choses sérieuses soient réglées. » Joanne sortit de la salle de bain, hagarde et anxieuse. Elle avait visiblement passé une bonne partie de la nuit à appeler des contacts qui ne répondaient plus. L'enquête fédérale avait rendu son réseau trop dangereux pour que quiconque prenne le risque de le contacter. « Où vas-tu » demanda Joanne en voyant Julien emballer les affaires d'Emma. « Emma va rester chez mon père quelques jours. Je pense qu'un peu d'espace nous ferait du bien à tous. » La façade de Joanne se fissura. « Tu ne peux pas m'enlever ma fille. » Emma ne va nulle part définitivement, dit Julien calmement. Mais vu tout ce qui s'est passé, je pense qu'il vaut mieux qu'elle reste dans un endroit où elle se sente complètement en sécurité. Le mot « en sécurité » frappa Joanne comme un coup de poing. Elle comprit qu'Emma ne se sentait pas en sécurité chez elle, avec sa propre mère. Le regard de Joanne se posa sur Emma. Elle évitait soigneusement de regarder sa mère tout en serrant contre elle une peluche offerte par Julien. « Emma, dis à papa que tu veux rester à la maison avec maman. » dit Joanne, sa voix portant une pointe de menace que Julien reconnaissait désormais. Emma se recroquevilla contre la jambe de Julien, son silence plus accablant que n'importe quelle accusation. Jones finit par perdre le contrôle. Espèce de petite gamine ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai sacrifié, et voilà comment tu me le rends. Julien s'avança d'un air protecteur devant Emma, sa voix se réduisant à un murmure dangereux. Joanne, tu dois reculer tout de suite. Mais Joanne était au-delà de toute pensée rationnelle. La pression de l'enquête qui s'effondrait, les accusations fédérales qui se profilaient et la perte de contrôle sur Emma avaient déclenché quelque chose de primaire et de vicieux. C'est ma fille. Hurla Joanne. À moi. Je l'ai portée pendant 9 mois. Je l'ai mise au monde et personne ne me l'enlèvera. Joanne se précipita vers Emma, mais Julien fut plus rapide. Il attrapa le poignet de Joanne d'une poigne qui la fit s'évanouir, ses yeux froids comme l'hiver. Acier. C'est fini, dit Julien doucement. Tu ne le toucheras plus jamais. Le bruit des portières de voitures claquant à l'extérieur interrompit la confrontation. Par la fenêtre, Julien pouvait voir les agents fédéraux encercler la maison avec la précision d'une opération militaire. Le visage de Joanne devint blanc lorsqu'elle comprit ce qui se passait. FBI, ouvrez la porte. Julien lâcha le poignet de Joanne et recula, entraînant Emma derrière lui. Je vais ouvrir la porte. L'agent spécial Isaouis dirigea l'équipe de 6 agents qui entrèrent dans la maison, armes au poing, mais sans les viser. C'était une femme d'une quarantaine d'années, avec l'allure de quelqu'un qui avait passé des années à enquêter sur les pires crimes contre les enfants. Joanne Greenbrigg, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un trafic d'enfants, complot en vue de commettre un abus sur mineurs et multiples accusations fédérales liées à l'exploitation de mineurs. Le masque de Joanne finit par tomber complètement. Alors que les agents lisaient ses droits et la menottaient, elle se tourna vers Julien avec une expression de pure haine. Vous pensez avoir gagné, gronda-t-elle. Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. Avec. J'ai des amis, des relations, des gens qui vont te rendre la vie un enfer. Emma ne sera jamais en sécurité tant que tu seras son père. L'agent Wyss s'interposa entre Joanne et Julien. Madame, je vous conseille de vous taire. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous au tribunal. Mais Joanne ne se souciait plus des conséquences juridiques. Parlez-lui de la police d'assurance, Isa. Dites-lui ce qui arrive à ceux qui perturbent notre travail. L'expression de l'agent Wyss se durcit. Madame, vous proférez des menaces contre un témoin fédéral. C'est une accusation criminelle supplémentaire. Tandis que les agents emmenaient Joanne, elle se retourna pour regarder Emma une dernière fois. Je reviendrai, ma chérie. Maman reviendra toujours pour sa petite fille si spéciale. Emma fondit en larmes, s'accrochant à Julien avec une force désespérée.
Il la souleva dans ses bras, sentant son petit corps secoué de sanglots qui semblaient provenir d'un endroit profond et blessé. L'agent Wiz resta sur place après l'enlèvement de Johan. Monsieur Brigg, nous devons discuter des questions de sécurité. Les allusions de Johan aux polices d'assurance et à ses relations ne sont pas des menaces en l'air. Ce réseau dispose de ressources que nous toujours en train de s'identifier. Julien hocha la tête, comprenant que l'arrestation de Johan n'était qu'un début. De quelles précautions parlons-nous? Emma devrait rester dans un endroit sûr jusqu'à ce que nous puissions évaluer l'ampleur de la menace. Ces gens ont montré qu'ils étaient prêts à cibler des enfants pour garder le contrôle de leurs opérations. Julien pensa à l'atelier de Moses, avec ses systèmes de sécurité sophistiqués et sa position défendable. Je connais un endroit sûr. L'agent Wiz tendit sa carte de visite à Julien. Nous aurons besoin d'entretiens approfondis avec Emma, mais nous travaillerons avec des psychologues pour enfants afin de minimiser le traumatisme. En attendant, si quelque chose d'inhabituel se produit, quoi que ce soit, appelez-moi immédiatement. Alors que l'équipe du FBI terminait d'analyser la maison comme une scène de crime, Julien prépara des vêtements pour Emma et rassembla des documents importants. La maison qui avait autrefois représenté sa vision du bonheur familial semblait désormais contaminée, souillée par la connaissance de ce qui s'était passé entre ses murs. Emma avait cessé de pleurer, mais restait silencieuse, les yeux écarquillés et attentifs. Julien reconnut l'état d'hypervigilance d'un enfant qui avait appris que la sécurité était temporaire et que le danger pouvait surgir sans prévenir. « Ça va, ma chérie ?» demanda Julien alors qu'il s'apprêtait à partir. L'atelier de Moïse. Emma réfléchit sérieusement à la question. « Je crois. »« Mais papa, et si maman revenait ?» Julien s'agenouilla à la hauteur d'Emma, d'une voix douce, mais absolument certaine. « Maman ne reviendra jamais, Emma. Jamais. Papa le promet. Mais elle a dit qu'elle reviendrait. Maman a dit beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies. Mais papa dit toujours la vérité, n'est-ce pas? Emma hocha la tête. Alors, crois-moi, tu n'auras plus jamais peur de maman. Alors qu'il quittait la maison, Julien surprit Emma en train de la regarder disparaître dans le rétroviseur. Il comprenait qu'elle digère la fin d'une vie et le début d'une autre. Une vie où elle serait protégée par des gens qu'il aimait sincèrement plutôt que par des prédateurs qu'il avait vus comme une proie. Mais Julien comprenait aussi que les menaces contre Johan n'étaient pas vaines. Le réseau dont elle faisait partie avait survécu pendant des années en éliminant les menaces et en réduisant au silence toute opposition. La sécurité d'Emma nécessiterait plus qu'une simple protection fédérale. Elle nécessiterait l'élimination complète de quiconque pourrait chercher à lui nuire. Le système judiciaire avait Johan en sa possession. La garde à vue, mais la guerre était loin d'être terminée. Chapitre 7. La tempête se préparait. L'atelier de Moses Kane avait été transformé en forteresse. Des caméras de sécurité surveillaient chaque approche. Des détecteurs de mouvement couvraient le périmètre et la construction renforcée du bâtiment pouvait résister à tout sauf à une attaque militaire. Emma semblait s'épanouir dans cet environnement. Fascinée par le matériel de surveillance et réconfortée par les mesures de sécurité évidentes. « Regarde, papa » dit Emma en désignant une série d'écrans montrant différents angles de l'extérieur du bâtiment. Oncle Moses voit tout. Moses sourit au titre qu'Emma lui avait donné. À 62 ans, il n'avait jamais eu d'enfant, mais la résilience et l'intelligence d'Emma avaient clairement gagné son affection. Il avait installé un poste de travail spécial où elle pouvait l'aider dans des tâches d'enquête simples, lui procurant un sentiment de but et de contrôle que Julien reconnaissait comme essentiel à son rétablissement. L'agent Isaouiz arriva ce soir-là avec des nouvelles inquiétantes. Johan passait des appels depuis le centre de détention fédéral. Elle avait réussi à accéder à des canaux de communication qui ne devraient pas lui être accessibles. Julien n'était pas là. Surpris. Son réseau comptait des membres des forces de l'ordre. Certains sont probablement encore en poste. C'est ce qui nous préoccupe. Nous avons identifié 7 employés fédéraux, actuels ou anciens, qui reçoivent des paiements provenant de comptes liés à l'opération Johan. Nous procédons à leur arrestation, mais en attendant, Emma reste exposée à un risque important. L'agent Wiz a montré à Julien des communications interceptées qui dressaient un tableau clair de la menace à laquelle ils étaient confrontés. Le réseau Jones avait activé des cellules dormantes, inactives depuis des années, sollicitant des faveurs et des ressources bien au-delà de Portland. Au moins 12 individus travaillaient activement à la recherche d'Emma, avec pour instruction d'éliminer quiconque tenterait de la protéger. Ils considèrent cela comme une menace existentielle pour l'ensemble de leur opération.
L'agent Wiz a expliqué, Emma est le seul témoin capable de relier directement Johan aux abus systématiques, et son témoignage pourrait entraîner la chute de centaines de personnes dans plusieurs États. Moses a étudié les rapports de renseignement avec un intérêt professionnel. Ils utilisent une coordination, une structure cellulaire, une sécurité opérationnelle et des plans d'urgence de type militaire. Il ne s'agit pas d'une entreprise criminelle amateur. Julien sentit une froide certitude s'installer en lui. Le système judiciaire, malgré ses ressources et sa bonne gouvernance, intention, n'était pas équipé pour gérer une menace organisée de ce niveau. Les agents fédéraux pouvaient arrêter les personnes dont ils avaient connaissance, mais ils ne pouvaient pas éliminer celles qu'ils n'avaient pas encore identifiées. Quel genre de calendrier envisageons-nous ? Demanda Julien. L'agent Wiz avait une expression sombre. Les renseignements suggèrent qu'ils prévoient d'agir dans les 48 heures à venir. Ils savent que nous nous rapprochons de leur réseau, ils donnent donc la priorité à l'élimination d'Emma avant de pouvoir terminer l'enquête. Cette nuit-là, après qu'Emma eût été installé dans la chambre sécurisée que Moses lui avait préparée, Julien s'assit avec Moses pour discuter d'options qui ne seraient abordées lors d'aucun briefing du FBI. L'enquête fédérale est utile pour poursuivre les personnes qu'ils peuvent attraper, dit Moses à voix basse. Mais elle n'arrêtera pas ceux qu'ils ne parviennent pas à trouver. Julien comprit. Vous parlez d'action préventive. Je parle de solutions permanentes à des problèmes permanents. Moses ouvrit un ordinateur portable sécurisé et montra à Julien la surveillance en temps réel de plusieurs individus qui convergeaient vers Portland. Ce sont des tueurs professionnels. Julien, ils sont spécialisés ils éliminent les témoins et sont très doués pour faire passer les morts pour accidentels. Les images de surveillance montraient des hommes et des femmes se déplaçant avec l'efficacité prudente de ceux qui tuent pour gagner leur vie. Ils séjournaient dans des hôtels différents sous des identités différentes, mais le réseau de Moses avait suivi leurs déplacements et identifié leurs cibles probables. Combien ? Demanda Julien. Nous en avons identifié 12. Probablement plus que nous n'en avons pas identifié. Moses ferma l'ordinateur. Le FBI peut peut-être en arrêter la moitié grâce à des arrestations et à la surveillance. L'autre moitié s'adaptera et poursuivra la mission. Julien pensa à Emma dormant dans la chambre d'un accent grave côté. Se sentant enfin en sécurité pour la première fois depuis des mois. Il pensa aux menaces de Johan, au réseau de prédateurs qui opérait en toute impunité depuis des années, aux enfants qui continueraient à souffrir si cette menace n'était pas définitivement éliminée. Que proposez-vous ? Le sourire de Moses était froid. Je propose que nous résolvions ce problème comme il se doit, complètement et définitivement. C'est un meurtre. C'est la guerre. Ils l'ont déclaré lorsqu'ils ont commencé à cibler les enfants. Nous choisissons simplement de riposter avec les moyens appropriés. Force. Julien réfléchit aux implications. Une fois cette limite franchie, il ne pourrait plus revenir en arrière. Il deviendrait quelqu'un de différent. Non seulement un père protégeant sa fille, mais un homme prêt à tuer pour assurer sa sécurité. Mais la sécurité d'Emma valait n'importe quel prix, n'importe quelle transformation, n'importe quel compromis moral. Dites-moi le plan. Moses ouvrit un autre ordinateur portable. Celui-ci affichait des schémas détaillés des infrastructures de Portland. Il prévoit de nous attaquer ici, pensant nous avoir piégés. Mais ce bâtiment présente des avantages qu'ils ignorent, de multiples issues de secours, des positions défensives et un accès au réseau de tunnels souterrains reliant le front de mer. Le plan esquissé par Moses était complexe mais élégant. Au lieu d'attendre l'attaque des tueurs, il les attirerait dans un piège où ils pourraient être éliminés systématiquement. Le bâtiment deviendrait un terrain de massacre conçu pour donner à Moses et Julien tous les avantages possibles tout en laissant leurs agresseurs vulnérables et exposés. Et Emma ? Elle se trouvera dans la partie la plus sécurisée du bâtiment, avec de multiples issues de secours en cas de problème. Mais Julien, Moses le regarda droit dans les yeux. Si nous faisons cela, si nous éliminons cette menace définitivement, vous devez comprendre que nous ne protégeons pas seulement Emma. Nous envoyons un message qui protégera aussi d'autres enfants. Julien l'avait compris. Chaque prédateur tué ce soir serait une menace de moins pour des enfants innocents. Chaque membre du réseau mort servirait d'avertissement à ceux qui pourraient envisager des crimes similaires. Quand commençons-nous ? Moses regarda sa montre. Ils partiront à l'aube. Cela nous laisse 6 heures pour nous préparer. Tandis que Moses commençait à mettre en place des positions défensives et à vérifier les armes, Julien retourna dans la chambre d'Emma. Elle dormait paisiblement, le visage détendu comme il ne l'avait pas vu depuis l'arrestation de Johan.
Elle ressemblait à l'enfant innocente qu'elle méritait d'être en sécurité, protégée et aimée. Julian fit une promesse à sa fille endormie, la même promesse qu'à sa naissance, mais avec une tournure plus dure désormais. Il la protégerait de toute menace, éliminerait tout danger et veillerait à ce qu'elle puisse grandir sans peur. Et si cela impliquait de devenir plus sombre que l'homme qu'il avait été auparavant, alors Julian Briggs était prêt à en payer le prix. Les hommes et les femmes qui viendraient tuer Emma découvriraient qu'ils avaient fait une promesse fondamentale. Erreur de calcul. Il pensait traquer un père et sa fille effrayés. Au lieu de cela, il tombait dans un piège tendu par des gens qui comprenaient que certains combats ne pouvaient être gagnés que par une victoire absolue. L'aube arrivait, et avec elle, la bataille finale pour l'avenir d'Emma. Chapitre 8. Sang et acier. Julian n'avait jamais tué d'être humain auparavant, mais en regardant le premier assassin escalader la clôture entourant la propriété de Moses, il n'hésita pas. L'homme se déplaçait avec une furtivité éprouvée, son équipement tactique noir et son fusil à silencieux le désignant comme un tueur professionnel envoyé pour assassiner une fillette de 5 ans. Emma était en sécurité dans la salle de surveillance du bâtiment. 3 niveaux sous terre, avec son propre système d'alimentation en air et de communication. Elle trouvait cela passionnant de jouer avec le matériel de surveillance pendant que tonton Moses et papa travaillaient sur des affaires importantes à l'étage. Moses avait choisi le bâtiment spécifiquement pour ses avantages défensifs. Le rez-de-chaussée comportait plusieurs points d'étranglement contrôlables par 2 personnes, tandis que les étages supérieurs offraient des positions de tir surélevées avec des champs de tir dégagés. Les sous-sols offraient des issues de secours par des tunnels reliés à le Portland Underground. Premier contact et le périmètre est. Moses chuchota dans sa gorge. Mike Mal d'environ 6 pieds de fusil supprimé se déplaçant vers le quai de chargement. Julian a pris position à la fenêtre du 2e étage, son fusil de chasse équipé d'une lunette que Moïse avait modifiée pour le combat urbain. L'assassin était bon. Il a déménagé avec l'efficacité fluide de quelqu'un qui l'avait fait plusieurs fois auparavant, mais il était également prévisible, à la suite d'approches auxquelles Moïse avait prévu et préparé. Julian Schott a pris la messe du centre de l'homme, le laissant tomber instantanément. Le corps est tombé derrière un conteneur d'expédition, invisible de la rue, mais clairement visible aux caméras de surveillance qui enregistraient tout. Un en bas, rapporte Julian, surprise par le calme de sa voix. 2 autres venaient sur la clôture du nord, a répondu Moïse. Je vais prendre celui de gauche. Le tir de Moses était presque silencieux, tiré d'un fusil qui avait été largement modifié pour réduire à la fois le bruit et le flash de la bouche. L'assassin est tombé sans son, mais son partenaire est immédiatement allé au sol, en parcourant la source de la menace. Julian a ajusté sa position et a tiré à nouveau, sa découverte de balle sa cible malgré la couverture partielle. Le 2e assassin est tombé en avant, son fusil claquant contre le béton. Mouvement du côté ouest, a déclaré Moïse. On dirait qu'ils essaient d'utiliser l'ancien camion pour la couverture. Julian s'est déplacé vers une autre fenêtre, repérant 3 chiffres se déplaçant en limite coordonnée vers le bâtiment. Ce n'étaient pas des amateurs. Ils se sont déplacés avec une précision militaire, en utilisant efficacement la couverture et en maintenant la discipline de la communication. Mais Moïse s'était préparé à l'opposition professionnelle. Alors que les 3 assassins atteignirent le camion, des charges cachées ont explosé en dessous, créant une boule de feu qui a éliminé instantanément les 3 cibles tout en offrant des sons. L'explosion aurait pu se masquer. C'est 6 en bas, a déclaré Moses avec satisfaction. Combien de plus attendons-nous? Julian a consulté les rapports de renseignement que l'agent Wiz avait fournis. Au moins 6 autres, peut-être 8. Ils seront plus prudents maintenant. Bon. Les gens prudents font des erreurs prévisibles. La phase suivante de l'attaque a été plus sophistiquée. Les assassins restants avaient clairement réalisé qu'ils étaient confrontés à une opposition préparée, et ils ont approché le bâtiment en utilisant des tactiques conçues pour submerger les positions défensives grâce à des agressions coordonnées. Julian a regardé la portée de la tenue de la portée. Les tueurs étaient des professionnels. Les appareils en séquence ont été dévastateurs et immédiats. Voiture garée. Le tir était difficile. Près de 200 ans à travers une clôture en vitesse, mais l'expérience de chasse de Julian lui a bien servi. La balle a trouvé sa cible mettant fin à la menace en permanence. C'est 10. Julian a rapporté que les capteurs de mouvement montrent 2 autres approchant du sud. Moïse a déclaré que ceux-ci restaient, appelant probablement à des renforts. Julian a compris la situation tactique. La première vague d'assassins a été éliminée,
mais les survivants rendraient compte de leurs contrôleurs. Plus de tueurs seraient envoyés, mieux équipés et mieux informés des capacités défensives auxquelles ils étaient confrontés. Combien de temps avant l'arrivée de la sauvegarde? Moïse a vérifié ses flux de surveillance. Sur la base de leur modèle de communication, j'estimerais 2 heures. Assez de temps pour terminer cela et déménager Emma à la maison de sécurité secondaire. Les 2 derniers assassins se sont révélés être les plus dangereux. Au lieu d'approcher directement dans le bâtiment, ils ont commencé à tirer à partir de positions dissimulées à près de 300 ans, en utilisant des fusils à grande puissance pour essayer de pénétrer les défenses du bâtiment. Julian sentit le bâtiment secouer alors que les balles frappaient les murs renforcés. Moïse s'était également préparé à cela. La structure avait été renforcée avec des plaques en acier et des matériaux balistiques qui pouvaient arrêter la plupart des tours de fusil, mais le feu soutenu de plusieurs directions pourrait éventuellement violer leur défense. Il est temps de devenir mobile, a déclaré Moses, rassemblant des équipements spécialisés à partir d'un cache d'armes dissimulé. Moses a conduit Julian à travers le système de tunnel du bâtiment, émergeant d'une sortie camouflée à près de 100 mètres de la structure principale. Ils avaient maintenant l'avantage de la surprise, s'approchant des assassins d'une direction inattendue tandis que les tueurs ont concentré leur attention sur le bâtiment apparemment occupé. Les 2 dernières éliminations ont été effectuées avec l'efficacité clinique. Moses et Julian se sont approchés des positions de tireurs d'élite par derrière en utilisant des armes supprimées pour s'assurer qu'aucune alarme n'a été soulevée. Les 2 assassins sont morts sans savoir qu'ils avaient été flanqués. C'est 12, a déclaré Moses, vérifiant sa tablette pour confirmer qu'aucun capteur de mouvement n'a montré de menace supplémentaire. La zone est claire. Julian a ressenti un étrange mélange de soulagement et de transformation. En l'espace de 90 minutes, il avait tué 4 êtres humains et aidé à éliminer 8 autres. Il aurait dû ressentir l'horreur ou la répulsion, mais à la place, il ne ressentait que la satisfaction que la menace pour Emma avait été en permanence. Nous devons nous déplacer rapidement, a déclaré Moses. Les forces de l'ordre répondront aux explosions, et nous avons besoin d'Emma déménager avant de verrouiller la zone. Ils sont retournés dans le bâtiment à travers le système de tunnel, trouvant Emma exactement où ils l'avaient laissée, en sécurité dans la salle de panique, jouant avec des équipements de surveillance et ignorant complètement qu'une guerre venait de se battre pour sa vie. « Avez-vous fini votre travail, papa ?» demanda Emma alors que Julian la soulevait dans ses bras. « Oui, ma chérie. Nous avons tous terminé maintenant. Nous allons faire un voyage pour voir l'océan. » Le visage d'Emma s'est allumé d'excitation. « Pouvons-nous construire des châteaux de sable ? » « Nous pouvons construire ce que vous voulez, a promis Julian. » Alors que Moïse les a poussés à la maison sur qu'il avait préparé sur la côte de l'Oregon, Julian a appelé l'agent Wyss pour signaler que la menace immédiate avait été neutralisée. Le FBI trouverait 12 corps et des preuves de préparation défensive sophistiquée, mais rien qui impliquait directement Julian ou Moïse dans les actes répréhensibles. Le composé a été attaqué par des assaillants inconnus, a rapporté Julian. Les systèmes de sécurité de Moses fonctionnaient apparemment comme conçus. Emma et moi sommes en sécurité et déménagent dans un emplacement non divulgué. La voix de l'agent Wyss portait un soulagement évident. Nous aurons besoin de débriefing complet, mais je suis content que vous soyez en sécurité. La police de Portland répond aux informations faisant état d'explosions et de coups de feu. Nous coopérons pleinement avec toute enquête, a déclaré Julian. Mais en ce moment, ma priorité est d'assurer la sécurité continue d'Emma. Alors qu'ils traversaient la campagne de l'Oregon vers leur nouvelle maison temporaire, Julian a réfléchi à la façon dont sa vie avait changé. Il y a 3 semaines, il avait été un homme d'affaires prospère avec une famille apparemment parfaite. Maintenant, c'était un homme qui avait tué pour protéger sa fille, allié à des personnes qui opéraient en dehors de la loi, changé à jamais par la découverte de la vraie nature de sa femme. Mais Emma était en sécurité.